Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Gouinou Quatrieux, comme on vient de le dire. Donc je suis professeur à l'IMT Atlantique et je mène une activité de recherche autour de la protection des données au sein du LATIM, où on a une petite équipe qui s'intéresse à développer des solutions, notamment dans le cadre de l'IA et du big data en santé aujourd'hui. Alors, un petit tour d'horizon sur ce qu'on fait. Donc, quand on s'intéresse à la sécurité, au LATIM, quand on s'intéresse à la sécurité des données en santé, quand on fait le tour un peu des règles déontologiques législatives, en fait, les professionnels de santé ont l'obligation d'assurer la confidentialité des données, leur disponibilité et aussi leur fiabilité. Donc, la fiabilité d'une donnée médicale, c'est apporter la preuve qu'une information n'a pas été modifiée, d'accord, en termes d'intégrité, apporter la preuve de son origine et son attachement à un patient donné. Donc à partir du moment où un professionnel de santé reçoit une information fiable, il va l'utiliser pour le diagnostic, par exemple. Dès lors qu'on est capable d'apporter ces preuves tout au long du cycle de vie de l'information, on va pouvoir à ce moment-là parler de traçabilité. Donc nous, dans ce contexte-là, au LATIM, on s'intéresse à protéger, on développe des solutions qui sont tournées, centrées sur la donnée, dans l'idée où l'information va être amenée à être externalisée de son système d'information de départ. Donc aujourd'hui, on est vraiment à l'ère du big data, du partage de données pour l'IA. Donc ça s'inscrit logiquement dans cette démarche où on va externaliser les données dans le cloud. Dès que j'aurai récupéré le pointeur, ça marche plus. Si, c'est bon. Dans le cloud ou des applications de télémédecine. Et on s'appuie aussi sur le fait qu'on doit développer des solutions pour les données, puisque la sécurité aujourd'hui s'oriente essentiellement sur la protection du système d'information et des communications. Donc, dans ce contexte ici, au LATIM, on développe 3 axes de recherche qui sont... Il y a un problème avec le pointeur, à un certain moment, il disparaît. Voilà. Donc on développe 3 axes de recherche. Le premier dont je ne vais pas parler aujourd'hui, enfin pas dans le détail, donc on s'intéresse à apporter les preuves qu'une information n'a pas été modifiée et si oui, comment. Alors un exemple, centré sur l'image, l'idée ici c'est d'être capable de retrouver dans l'image le bruit qui est issu du capteur et qui est unique à ce capteur. Donc on est capable de savoir qu'une image a été produite par un scanner. On est aussi capable, à partir de ce bruit et des différents traitements d'images, retrouver des déformations de ce bruit et après s'en servir pour savoir qu'une image a été falsifiée, par exemple. Parce que si on ne retrouve pas le bruit, ça veut dire qu'on a un problème. Donc on travaille sur ce genre de problématique, extraction de descripteurs d'image. Le deuxième axe de recherche dont je vais vous parler aujourd'hui notamment porte sur le développement de mécanismes de protection de données. Donc avec dans l'idée de faire une protection de bout en bout, c'est-à-dire de protéger les données de leur acquisition jusqu'à leur réutilisation dans les applications big data. Et l'idée aussi, c'est de redonner le contrôle à l'utilisateur, puisqu'aujourd'hui, quand on externalise les données sur le cloud, vous êtes obligé de faire confiance au cloud qui vous dit « je vais protéger vos données ». Vous n'avez pas de solution. Donc on développe dans ce contexte-là des solutions de tatouage et de chiffrement, dans l'idée de pouvoir protéger les données, donc laisser l'accès à l'information tout en la maintenant protégée, donc notamment pour répondre à des problématiques de lutte contre la fuite de données et de traçabilité de données. Et on développe tout ça dans l'idée de faire des solutions qui sont interopérables avec les standards de santé, c'est-à-dire qu'on doit être compatible avec le standard d'ICOM, par exemple, qui est le standard d'imagerie médicale, ou HL7 pour les données. Et le deuxième terme dont je vous parlerai, c'est de 2 projets qu'on a actuellement qui parlent sur le traitement sécurisé de données externalisées, soit en génétique, soit dans le cadre du Big Health Data. Donc pour aborder les premiers outils sur lesquels on travaille, donc je vais vous parler de tatouage de données. Donc ça, c'est historiquement, on travaille là-dessus depuis 2003. Et donc, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le tatouage de données, donc le tatouage de données, ça emprunte à la stéganographie, qui veut dire écriture cachée, et qui est une technologie aussi vieille que la cryptographie. Donc quand vous étiez petit, vous avez sans doute joué avec des encres sympathiques. Donc l'idée, c'est vous prenez de l'eau et du citron, vous écrivez sur une feuille, vous réchauffez, vous faites apparaître le message. D'accord. Un autre exemple assez connu, donc Alfred de Musset et George Sand qui utilisent l'acrostiche. Donc là, le message, il est au début de chaque c'est le premier mot de chaque phrase. Hein. D'accord. Je vous laisse regarder. Donc là, vous pouvez retrouver la suite assez facilement sur Internet. Donc nous, on développe ça dans le contexte numérique et notamment en imagerie médicale. Donc là, l'idée, pour cacher de l'information, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller modifier la valeur des niveaux de gris des pixels. Donc ici, un exemple. Hein, donc vous avez une image de mammographie originale, une image qui est tatouée, donc on ne fait pas la différence. Et là, vous avez le zoom en fait, sur cette zone-là, sur l'image de différence entre les 2 images. Donc on a amplifié de 65 000 fois pour vous montrer quelque chose, parce que sinon, c'est vraiment imperceptible. Donc on travaille sur ces thématiques-là. Pourquoi? Parce que donc, si on reprend le principe du tatouage, hein, donc l'idée générale, c'est j'ai un message que je vais dissimuler dans un document hôte avec un algorithme d'insertion paramétré par une clé. Donc en fin de compte, c'est comme la crypto, si vous n'avez pas la clé, vous n'accédez pas au message.
L'image tatouée va vivre sa vie, ou les données tatouées vont vivre leur vie, et avec un algorithme de lecture, on va paramétrer par la clé, détecter la présence du message, l'extraire, et dans certains cas, récupérer le document original. À ce moment-là, on est capable d'enlever la marque de l'image et on parle de tatouage réversible. Donc l'intérêt du tatouage, c'est qu'il offre une protection a posteriori. Alors, à contrario de la cryptographie qui va offrir une protection a priori. C'est-à-dire une donnée est protégée tant qu'elle est chiffrée. Dès qu'elle est déchiffrée, elle est plus protégée. Donc c'est là qu'on a intérêt à utiliser ce genre de technologie du tatouage. Donc l'idée, c'est que les données vont être accessibles, mais vont rester protégées par le message qui est dissimulé. C'est aussi une protection qui est indépendante du format de stockage, c'est-à-dire vous passez d'une image JPEG à une image bitmap, la protection va rester parce qu'elle est dans les pixels. Et elle peut être résiliente aux modifications. Donc si quelqu'un modifie l'image, on est aussi capable de récupérer l'information. Alors après, on peut décliner différents services de sécurité avec le tatouage. Donc ça dépend complètement du contenu du message. En fait, on peut prouver l'intégrité d'une image, la tracer, ou lutter contre la fuite de données en mettant des identifiants dans les images. C'est-à-dire que quand un utilisateur accède à une donnée, on tatoue, et si on retrouve les données sur Internet, on va être capable de savoir qui a distribué l'information. Alors historiquement, on est sur l'image, donc on a, dans le cadre d'un laboratoire commun qui existe toujours avec la société Medecom, nous développons des technologies pour la radiographie, notamment avec du tatouage réversible et aussi des masques psychovisuels, c'est-à-dire comment garantir que le tatouage, puisqu'on modifie l'image, ne va pas interférer avec le diagnostic. Et depuis, on est passé aussi à d'autres problématiques, qui est le tatouage de données compressées, puisqu'aujourd'hui, les volumes d'images générés sont tels qu'on ne peut pas les garder sous forme native. Donc on va les compresser. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on peut accéder à des services de tatouage alors que les données sont compressées? Donc on le fait dans le cadre des images JPEG, compatibles avec DICOM. Donc là, on n'a même pas besoin de parser le flux. Hein. On voit simplement le train binaire passer et on est capable de lire le tatouage qui est dissimulé dedans. De l'image, nous nous sommes dit, tiens, ce serait intéressant d'aller sur le dossier patient. Et qui dit dossier patient, dit base de données. Donc nous nous sommes spécialisés à ce moment-là dans le tatouage de base de données, en développant des techniques réversibles toujours, pour des données textuelles ou numériques, et en développant cette fois-ci des masquages sémantiques, puisqu'on est dans des bases de données, ou statistiques. Donc en fait, on cache de l'information dans les bases de données, dans l'idée de ne pas perturber l'usage qui est fait de l'information. On a aussi déposé plusieurs brevets là, sur le tatouage réversible ou non à la volée, c'est-à-dire vous voyez des données et des requêtes passer, vous tatouez et vous mettez de l'information dedans. Donc ces brevets sont aujourd'hui valorisés par une start-up qui s'appelle Watu, donc qui travaille dans le domaine de la santé, mais pas uniquement, puisqu'elle aborde le domaine de l'énergie, de la banque, etc. Donc avec ces technologies-là. Donc le principe de base, c'est quoi? C'est vous avez un entrepôt de données, vous allez les externaliser des jeux de données vers des chercheurs, vers des partenaires ou des sous-traitants. Donc là, l'idée, c'est de dissimuler des marques dans les données qui sont distribuées. Et si vous retrouvez l'information sur Internet, vous allez savoir qui a fuité. Donc ça, c'est complémentaire de la blockchain et des logs, parce que la blockchain va vous certifier les transactions, les logs va vous dire qui a accès, mais vous ne diront pas qui a fuité. Donc là, le tatouage répond à ces problématiques-là. Alors, quelques exemples. Alors là, c'est la partie startup donc, qui valorise, mais on continue de travailler sur ces technologies-là dans différents projets. Donc là, je vous en présente que deux. Hein. Donc, on a un premier projet en collaboration avec le LTSI à Rennes, porté par Marc Koudia, qui vise le développement d'une preuve de concept d'une plateforme Big Data qui collecte l'information sur les hôpitaux du Grand Ouest pour les mettre à disposition de chercheurs. Donc là, ici, en fait, on développe des solutions de tatouage qui permettent de dissimuler l'information, de tracer l'information sans perturber l'usage, hein, donc les études épidémiologiques ou la surveillance des maladies. Alors là, le tatouage, il est fait de telle manière à être robuste, c'est-à-dire que même si l'utilisateur supprime des données, les modifie ou les mélange à d'autres données, on va encore être capable de retrouver le jeu de données qui a été fuité. Donc, voilà. On s'intéresse aussi dans le cadre d'un projet LabEx Common Labs à la protection de données génétiques, notamment avec l'équipe d'Emmanuel Génin, spécialisée en génétique à Brest, où là, l'idée, c'est de faire des études pangénomiques, c'est-à-dire qu'on va chercher, les équipes de recherche en génomique veulent mutualiser leurs données pour savoir si un gène est lié à une maladie ou pas. Donc, ils comparent des génomes de patients sains et de patients malades. Et donc là, l'idée, c'est également, on développe également des solutions spécifiques aux données ADN et qui préservent les tests statistiques réalisés sur ces données génétiques. Donc dans tous les cas, en fait, en gros, ici, on utilise le tatouage pour faire de la dissuasion contre la fuite de données, de l'identification quand on retrouve de la donnée et la responsabilisation, puisqu'on sait qui c'est qui a fuité l'information. Voilà. Alors, en même temps, on s'est dit, les données, elles sont stockées, compressées, mais elles sont aussi stockées sous forme chiffrée. Donc là, maintenant, on en est à tatouer des données chiffrées.
C'est-à-dire que l'idée, c'est que les données sont confidentielles. Donc vous avez une image ici. Après le chiffrement, elle passe dans une forme complètement incompréhensible. Donc là, l'idée, c'est quand même de pouvoir donner accès à des services de tatouage, que les données soient chiffrées ou non. Donc là, vous avez un exemple. On a une image chiffrée, on va la tatouer. Et on va être capable d'extraire le message qui a été dissimulé alors que les données sont chiffrées. Et on va aussi être capable de retrouver le message après les étapes de déchiffrement. Donc ça, c'est indépendant, c'est transparent pour l'un et l'autre. Donc on est capable d'assurer des services d'intégrité, de traçabilité, etc. Voilà. Alors avant de conclure, deux exemples de projets sur lesquels nous sommes impliqués pour le traitement sécurisé de données, donc dans le cadre de la prothèse connectée des études GWAS sécurisées. Donc là, en fait, on veut sécuriser des traitements sur des données qui sont elles-mêmes sécurisées, c'est-à-dire on veut tout faire à l'extérieur. Donc un exemple, c'est dans le cadre du projet RHU Follonie. Donc c'est un projet à 24 millions d'euros, financé par un tiers par l'État, dans l'idée de développer une prothèse communicante. Donc là, l'idée, c'est qu'on a des mesures qui sont faites au niveau des tissus, qui sont envoyées via un smartphone sur un entrepôt, pour faire de la réutilisation de données, pour faire de l'analyse après. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de donner la possibilité au smartphone, ici, Winbase, de pouvoir traiter les données. Alors le problème qu'on a ici, c'est que le smartphone, c'est sans doute l'élément le plus faible dans la chaîne de communication, c'est-à-dire que le patient peut installer des applications, un hacker peut prendre le contrôle du smartphone. Donc ici, l'idée, c'est d'essayer de pouvoir lever une alerte pour dire au patient qu'il y a une anomalie, il faut qu'il aille voir son médecin, mais sans que le smartphone ne connaisse réellement les données. Donc là, on va parler de traitement de données chiffrées, on va parler de chiffrement homomorphe, qui permettent de faire ce genre de choses. Le seul problème, c'est que ces algorithmes-là sont trop consommateurs en puissance de calcul et en mémoire et ne peuvent pas être intégrés au niveau de la prothèse. Donc la question, c'est comment on peut faire pour passer d'un chiffrement qui sera plutôt léger au niveau de la prothèse à un chiffrement homomorphe. Donc on a développé une solution pour faire ça. Donc avant d'y arriver, peut-être un petit mot sur ce que c'est que le chiffrement homomorphe, si vous ne savez pas ce que c'est. Donc là, un exemple du cryptosystème de Payet. Donc l'idée, c'est que vous avez deux entiers, A et B, vous les chiffrez, donc vous obtenez leur chiffré, vous les envoyez sur le cloud, et puis en fait, vous avez envie de connaître la somme. Donc là, vous n'avez plus les données, donc vous allez demander au cloud, par exemple, de multiplier les chiffrés qu'il a en mémoire et de vous envoyer le résultat. Donc vous avez juste à déchiffrer et vous allez récupérer la somme A plus B directement. Donc en fait, le chiffrement homomorphe permet de faire des opérations de traitement linéaire, notamment. Un exemple ici, donc ici, vous avez la version chiffrée de cette image. Donc là, on veut calculer, la transformer en ondelette. Si je déchiffre le résultat, on obtient la transformer en ondelette en clair. On peut faire la transformer en ondelette inverse et déchiffrer, récupérer l'image originale. Donc nous, on applique ce genre de choses dans le cadre de la prothèse. Donc ici, vous avez la prothèse qui a un chiffrement léger. Alors en gros, si on résume, ça veut dire qu'en fait, on ajoute un bruit sur les données qui sont à transmettre. Au niveau du smartphone, on chiffre le résultat en homomorphe. Dans le domaine homomorphe, on est capable de supprimer le bruit et après de faire les traitements de filtrage et de comparaison pour dire au patient qu'il doit aller voir le médecin. Voilà. Donc on lève juste une alerte. Un autre exemple, mais je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, on est en train de développer sur Brest une plateforme qui permet de faire des études pangénomiques sur les données génétiques. Donc là, l'idée, c'est qu'on a plusieurs unités de recherche qui vont mutualiser les données sur un serveur dans l'idée de comparer les génomes d'individus malades et d'individus sains. Donc on va comparer des caisses et contrôles et on va faire des études statistiques à partir de là. Donc ces études statistiques peuvent prendre plusieurs jours. Donc nous, on est en train d'étudier comment on peut développer des mécanismes de chiffrement homomorphes dans ce contexte, et aussi des approches qui sont plutôt protocoles, où on n'a pas besoin de la puissance de calcul, on peut profiter de la puissance du calcul du serveur uniquement pour faire les traitements. Voilà. Donc là, on revient sur des mécanismes classiques avec une entité qui va servir de proxy, par exemple. Alors là, en fait, juste un mot quand même, c'est que j'ai oublié de dire, c'est que là, donc, dans ces études-là, on a la nécessité de partager les données génétiques, mais des données qui sont particulièrement sensibles, parce qu'en fait, votre génome, il est unique, il vous est unique, il est partagé avec les membres de votre famille, et peut donner des informations sur votre santé, votre comportement, dans l'idée, idéalement. Donc voilà, donc là, on a une nécessité de partager, mais de protéger. Donc voilà, donc c'est pour vous montrer, c'est juste un petit tour d'horizon de ce que l'on fait relativement en matière de cybersécurité. Voilà, je m'arrête là, du coup. Merci pour le timing impeccable. On peut se permettre une question rapide pour une réponse rapide qu'on aime. J'ai une question, une indication. Sur les dernières parties, là, ça pourrait intéresser le TerraLab. Alors sur TerraLab, on a un projet PIA. Ok. Et l'autre question, c'est sur les aspects légaux.
ce que vous faites. Parce que finalement, pouvoir mettre de l'information cachée, ça permet aussi de retrouver ce que les gens font des informations, Tout à fait. ce qui peut être utile ou ce qui peut être très intrusif, quoi. Tout à fait. Alors normalement, là, c'est de la dissuasion, hein, c'est-à-dire qu'on informe les utilisateurs de la présence du marquage. On est obligé de le... Enfin, nous, on dit qu'il faut le faire. Après, il y en a qui ne le font pas, mais nous, on le dit. Voilà. La question était rapide, la réponse aussi. Pas d'autres questions? Donc, si? Très rapide, alors tant qu'on installe la prochaine présentation. Bonjour, je voulais savoir si vous étudiez aussi l'impact du tatouage sur l'apprentissage automatique, puisqu'il y a beaucoup aussi maintenant de travaux là-dessus pour la détection. Alors, j'ai pas entendu. Oui, qui c'est qui... Oui, pardon. Là. Alors, sur l'apprentissage, aujourd'hui, alors nous, on est en train de travailler également dessus, puisqu'on on est en train de travailler justement sur la sécurisation des réseaux de neurones, et on a réussi à en faire un qui est capable d'apprendre sur données chiffrées. Voilà. Mais alors, c'est le début, et voilà. Donc, c'est une usine à gaz. Hein. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons, toujours dans cette même session, sur les données et connaissances en ingénierie de la santé, passer une présentation de Gérard Drey, d'Émile Dallès et à deux voix avec Nesma, hein, de Télécom Sud Paris, sur le projet Neurolife. Merci. Donc j'ai l'honneur et le plaisir de co-présenter ces travaux avec Nesma Oumani de Télécom Sud Paris. Je suis moi-même Gérard Drey, donc d'IMT Émile Dallès, deux écoles de l'Institut Mines Télécom. Parce que tout à l'heure, il y a eu une liste, mais on n'était pas dans la liste. Voilà, donc je précise. C'est le risque, c'est de lister et puis qu'on n'y soit pas. Donc là, effectivement, on n'y était pas. On va parler de neurofeedback et d'interface cerveau-machine pour la santé et l'autonomie. Et on a donné un petit nom marketing à cet ensemble de projets qu'on appelle Neurolife. Alors pour savoir de quoi on va parler, je vais juste décrire le principe des interfaces cerveau-machine. Donc ce sont des dispositifs qui permettent de relier le cerveau à une machine et de pouvoir en tirer un certain nombre d'informations. Et le neurofeedback, c'est quand on va revenir vers l'usager, l'utilisateur, le patient, en le stimulant de manière sensorielle ou motrice. Et on va plus loin aujourd'hui puisqu'on est capable, avec des dispositifs aussi légers, de stimuler le cerveau de manière électrique. Donc on parlera de neurofeedback quand on a un retour sur l'usager. Nous, on va s'intéresser, voilà, pour cadrer, on va s'intéresser à des dispositifs qui sont mobiles et non invasifs. Donc c'est tout ce qui va être effectivement basé sur les technologies EEG que vous connaissez certainement, donc électroencéphalographie qui mesure des tensions sur le cuir chevelu, qui sont normalement des signaux qui sont émis par l'activité électrique des neurones. Mais on utilise aussi une autre technologie, peut-être un peu plus récente, qui est la spectroscopie proche infrarouge, qui, elle, va utiliser des technologies de lumière proche infrarouge pour mesurer les variations hémodynamiques dans le cortex cérébral. Donc là, on est plus dans l'ordre des signaux qui sont lus par les IRM fonctionnels, par exemple. Donc on va s'intéresser à ces deux types de dispositifs. Un qui va mesurer effectivement des tensions électriques et l'autre des variations hémodynamiques. Sachant que dans la partie plutôt EEG, on va s'intéresser essentiellement à des parties fréquentielles du signal, alors que dans la partie SPIR, on va s'intéresser à des aspects temporels. Alors, où on se situe dans la chaîne de traitement, on va dire, de valeur dans la santé, on se situe surtout au niveau du diagnostic post-lésion cérébrale, que ce soit accident vasculaire cérébral ou traumatisme crânien, donc sur la partie diagnostic, et surtout... Ah pardon, il y a un problème ? D'accord. Donc sur la partie diagnostic et sur la partie rééducation fonctionnelle et réadaptation, réinsertion, pour diminuer ces phases qui sont relativement longues dans la prise en charge de ces pathologies. Alors, on a bénéficié en 2017, et on remercie l'IMT, d'un fonds d'amorçage, ce qui a permis donc, la collaboration avec Nesma. Et donc je vais passer la parole à Nesma qui va expliquer ce qu'on a fait durant cette phase-là, et puis je reprendrai la parole pour présenter d'autres projets. Alors, dans le cadre du projet Neurolife, donc, au sein de Télécom Sud Paris, donc, on a pu faire une étude dans le cadre d'un stage de master, dont le but c'était de développer en fait, des méthodes, des outils pour l'analyse et le traitement de signaux électroencéphalographiques, des signaux EEG, dans un contexte clinique. Le but c'était après d'appliquer ces outils-là a posteriori sur des données
pour l'évaluation de la conscience des patients non répondants. Donc, dans le cadre de ce stage, donc on a travaillé sur une base de données acquise à la PHP, à l'hôpital Charles-Foix, donc qui contient des données cliniques EEG sur 22 sujets avec plein de subjectifs. Donc, ce sont des patients qui sont sains, mais voilà, qui se plaignent de quelques troubles de mémoire. On a eu 28 patients avec une forme légère de la maladie d'Alzheimer et puis 52 patients avec des troubles cognitifs légers. C'est ce qu'on appelle les MCI. Donc, sur cette base de données, donc, on a utilisé des signaux qui ont été acquis au repos, les yeux fermés, et donc avec une fréquence d'échantillonnage à 250 Hz. Et on a une base qui est très riche, on a 30 électrodes, donc 30 signaux par personne. Donc on a utilisé le système 10-20 voilà, qu'on connaît. Donc ça, c'est un exemple d'un signal EEG, à savoir que chaque série est un ensemble de séries temporelles, où chaque série temporelle est issue d'une électrode. Alors, le but de ce travail était de caractériser, de quantifier la connectivité fonctionnelle. Et donc, on s'est intéressé à des mesures de synchronisation. On sait très bien dans la littérature que la maladie d'Alzheimer induit une perte de la synchronisation. Donc, dans ce cadre-là, on a utilisé 2 mesures pour quantifier la connectivité fonctionnelle. Donc, la mesure de synchronisation de phase qui est très utilisée dans la littérature. Et on a développé en interne en fait, une mesure qui permet de quantifier le désordre, qui est basée donc, sur une mesure d'entropie, mais avec une modélisation markovienne du signal EEG, qui est bien adaptée en fait, au signal multidimensionnel qui est l'EEG. Et donc le but, c'était de comparer, de voir un peu le potentiel de cette mesure vis-à-vis en fait, de mesures déjà très établies en fait, dans la littérature. Et donc là, juste pour comparaison, donc on a la mesure de la synchronisation de phase, très connue dans la littérature en fait, comme outil de quantification de la synchronisation sur l'EEG et la mesure qu'on a développée en interne. Donc on voit, donc là c'est les différentes bandes de fréquences, hein, c'est des standards dans l'analyse l'EEG. Donc on a la bande delta et la bande θ, donc c'est entre du 1 à 4 Hz et là du 4 à 8 Hz. Et donc on voit avec la mesure qui est très utilisée dans la littérature, sur cette base de données, on ne voit pas de différence entre les contrôles et les Alzheimer. Donc on a calculé la synchronisation entre les différentes électrodes, entre les différents signaux 2 à 2, et donc on a une matrice 30 par 30 vu qu'on a 30 électrodes. Alors qu'avec la mesure statistique, on voit quand même des différences entre le schéma en fait, chez les contrôles, la connectivité fonctionnelle chez les contrôles et celle des maladies d'Alzheimer, et ça quelle que soit la bande de fréquence. Donc là, c'est la même représentation, mais en termes de box plot. Donc là, c'est la mesure standard. Voilà, donc on ne voit pas de différence entre les contrôles et les Alzheimer, alors qu'avec la mesure statistique qu'on a développée, donc on voit bien des différences entre les 2 populations. Donc on voit bien que la modélisation statistique du signal multidimensionnel apporte par rapport à la mesure qui est utilisée dans la littérature. Et puis, on s'est intéressé à l'organisation topologique de la connectivité fonctionnelle cérébrale. Donc là, on est passé par une couche supplémentaire. Donc, on a appliqué la théorie des graphes. Donc, un graphe, tout simplement, il est caractérisé par un nœud et des arêtes. Hein. Donc, les nœuds correspondent pour nous aux électrodes et les arêtes, ce sont les liaisons entre les différentes électrodes. Dans ce cadre-là, ce sont la mesure de synchronisation. Donc on voit bien que là, ça nous donne en fait une représentation de la connectivité du réseau neuronal sur les différentes populations. Donc là, c'est un exemple hein, que je vous ai mis. Donc ça, c'est un contrôle, un MCI et une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc on voit bien une différence dans le réseau neuronal, surtout sur la région ici frontale, préfrontale et frontale. Alors, les graphes, donc on a utilisé un paramètre de graphe pour quantifier, pour voir est-ce que cette topologie apporte quelque chose ou pas. Donc là, en haut, on a la distribution en fait, de la mesure de synchronisation sur les 3 populations, les contrôles, les MCI et les Alzheimer. Donc on voit bien des différences avec la mesure statistique. Et puis en rajoutant, puis en quantifiant le réseau par un paramètre de graphe, on voit que la séparabilité entre les 3 classes, elle est beaucoup plus importante. Donc en fait, il y a ce paramètre, donc il y a cette topologie
fait, qui apporte des informations supplémentaires pour discriminer en fait, les 3 populations. Merci Nesma. Donc je vais poursuivre en illustrant par 3 projets le programme Neurolife. Le premier projet, c'est un projet qui consiste à essayer de mettre en place un dispositif d'orthèse pneumatique pour faciliter la réadaptation et la récupération du mouvement pour le membre supérieur hémiplégique suite à un AVC. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez le dispositif de gant pneumatique qui est là. C'est de permettre aux patients de réaliser la boucle sensorimotrice, qui est quand je pense à bouger le poignet et que mon membre est hémiplégique, et ben c'est si j'y arrive pas que le gant se gonfle pour avoir un retour. Quand je parlais tout à l'heure de neurofeedback de mouvement, ça va un retour du poignet et du mouvement. Et donc on a la boucle sensorimotrice qui se refait, et donc avec la plasticité cérébrale du cerveau, on espère que la mobilité du membre soit récupérée. Donc voilà le principe. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a développé un système avec EEG, et notre challenge, c'était de détecter à quel moment la personne pensait à lever le poignet, et si elle pensait à lever le poignet, de gonfler le gant pneumatique. Donc sur ce principe-là, on a fait passer 13 sujets, 7 patients et 6 contrôles, et on a quelques résultats aujourd'hui à présenter. Donc si on regarde, donc comme le disait Nesma, donc les bandes de fréquence sont importantes dans la discrimination des ondes cérébrales en EEG, et on a un taux de reconnaissance qui est à peu près à 80%, ce qui n'est pas suffisant, c'est-à-dire que dans 20% des cas, on ne détectait pas que la personne pensait à lever le poignet. Donc c'est de bons résultats, mais ils ne sont pas suffisants pour passer en clinique. Et si on regarde en plus patient par patient et sujet par sujet, ils ont tous des profils différents par bande de fréquence. Donc là, vous avez les patients, et là, les contrôles, les sujets sains, les patients, et on voit que les signatures sont différentes par sujet, ce qui veut dire qu'il faut adapter à chaque fois le dispositif à la personne qui le porte, et donc on est en train de travailler sur des méthodes qu'on appelle la transfer learning, c'est-à-dire de récupérer des données antérieures pour pouvoir améliorer l'apprentissage. Voilà un des premiers projets. Le second projet, c'était utiliser donc cette fois-ci la spectrométrie proche infrarouge pour détecter le déficit attentionnel sur des sujets qui sont soumis à des tâches attentionnelles très longues. Donc le principe, là vous avez le schéma. Donc on avait une personne qui était assez figé, donc il était sanglé un peu de partout, et on lui demandait d'éteindre une lumière qui s'allumait le plus rapidement possible, et ça pendant 30 minutes. Donc au bout d'un moment, je vous garantis que la personne perdait son attention. Et donc on avait un dispositif de Spear sur le cortex préfrontal et sur le pariétal droit pour voir effectivement quelle était la zone qui répondait le mieux. Et donc pour aller assez vite aussi, parce que je pense qu'on n'est pas très loin d'avoir épuisé notre temps de parole, on se rend compte que finalement, sur le pariétal, c'est ceux qui donnent les meilleurs résultats, à la fois en spécificité et en sensibilité. Donc en fait, on n'a besoin que d'une paire d'optodes pour pouvoir estimer le déficit attentionnel, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Voilà les résultats qu'on a obtenus sur ce projet. Et le projet qui nous a un petit peu unis avec Nesma, c'était un projet donc, de diagnostic de l'évaluation de la conscience de patients non répondants suite à lésions cérébrales, notamment traumatisme crânien. Donc sans vous faire un cours détaillé, vous avez ici l'état de conscience qui est mesuré par l'état d'éveil et l'état de conscience de la personne. Donc j'espère dans cette salle tout le monde est au niveau optimal, donc m'écoute. Donc si là je vous ai stimulé, ça veut dire que normalement vous avez émis une certaine onde, c'est cette onde-là. Donc si j'avais des dispositifs sur chacun de vos cerveaux, normalement j'aurais dû lire cette onde-là. Voilà. Donc on y pense, ouais. Mais là on a peur des résultats par contre. Donc là voilà. Après vous avez une gamme, non, on va du coma, où là on n'a aucun éveil, aucun état de conscience. Et donc nous ce qui nous intéresse c'est de diagnostiquer la différence entre ce qu'on appelle l'état végétatif et l'état de conscience minimale. Parce que le mauvais diagnostic à ce niveau-là entraîne des soins différents, et donc un risque de ne pas bien soigner le patient. Et puis on a le Hawking syndrome, où là on est éveillé et conscient mais on ne bouge plus. Donc le principe, c'est quoi? On est parti du constat que dans la littérature, on trouvait que le diagnostic était erroné dans 40% des cas sur ces deux pathologies-là. Et donc, est-ce que les interfaces aux machines et neurofeedback permettaient d'améliorer ces résultats? Donc là, pareil, on a fait l'hypothèse qu'en disposant d'EEG sur les patients, on pouvait détecter si le patient était conscient en le stimulant. Et dès qu'on le stimule, si on arrive à mesurer sur l'EEG ce type d'onde, ça veut dire que le patient est conscient qu'on lui a donné un stimuli. Alors on a utilisé plusieurs types de stimuli. Le stimuli auditif, c'est-à-dire qu'on va demander à des patients de compter le nombre de bips aigus
parmi un nombre de bips très graves. Et donc les événements rares, ce sont les bips aigus. Et donc si la personne compte les événements rares, ça veut dire on devrait détecter ce type d'onde. Et donc c'est qu'il a compris la consigne et donc il est conscient. C'est ça l'hypothèse. Alors, on en est au début, on a fait quelques... Donc je vous dis, on n'a pas... Bon là c'est pareil, hein, c'est toujours des petits échantillons. Là, on a commencé à étudier 5 patients. Et donc on arrive sur ces 5 patients à discerner 3 états de conscience, donc l'état végétatif, l'état de conscience minimale et l'état d'émergence d'état de conscience minimale. Voilà. Donc c'est prometteur, mais on n'a pas terminé les études. Et surtout, on va essayer maintenant d'utiliser les techniques et les technologies qu'ESMA a présentées pour améliorer les résultats. Voilà, donc là on finit par les remerciements, donc je ne vais pas tous les passer, mais vraiment c'est important pour nous de citer les personnes qui nous ont aidés, à la fois scientifiquement, à la fois financièrement, dont l'IMT, je répète, avec un fonds d'amorçage. Et le futur, c'est pourquoi pas essayer d'avoir une plateforme qui permettrait, notre ambition, hein, c'est d'amener ces technologies au pied du lit du patient et de faciliter la recherche translationnelle, donc d'avoir des résultats. Voilà, merci. Merci Gérard et Nesma. Alors, y a-t-il des questions dans la salle sur ces interfaces? Cerveau-machine, enfin, homme-cerveau. J'ai une petite question. Quelles sont les équipes un peu concurrentes en France sur les sujets? Il y en a beaucoup. Il y a le SPCI, il y a Gypsalab, ceux que je connais. On essaie d'occuper une petite niche qui est vraiment d'aller au lit du patient très rapidement. C'est vraiment ça notre ambition. Bon, on ne concurrence pas effectivement les grosses équipes qui ont des années d'expérience là-dessus. Et avec des technologies peut-être un petit peu nouvelles sur la partie apprentissage, transfer learning, ce qu'a présenté Nesma. Voilà, on se différencie là-dessus, mais bon, on ne va pas aller sur les grosses équipes, tu as raison. Voilà. Une autre question rapide peut-être? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais juste faire la promotion de l'école d'hiver. Donc, fin janvier, il y aura ce type de dispositif. Normalement, alors je me tourne vers l'organisateur, je ne le vois pas. Où est Laurent? Il est là-bas. Normalement, il est dans le fond. Normalement, on devrait avoir ce genre de dispositif pour pouvoir faire effectivement des manips sur sujet sain. Enfin, on espère que les étudiants qui viennent sont sains. Les réveillés. Non végétatif. Donc, inscrivez-vous à la journée, enfin à l'école d'hiver. Donc, je vous propose maintenant de passer à la dernière intervention de cette session sur les données et les connaissances en ingénierie pour la santé, qui va être donnée donc par Cataline Fetita de Télécom Sud Paris. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Cataline Fetita, je suis enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris. On va passer dans cet exposé du cerveau au poumon et sur une classe de pathologie, donc des pneumonies interstitielles idiopathiques et qu'on étudie avec une approche mixte, vision par ordinateur et IA. Parmi les pathologies pulmonaires, on s'intéresse dans cette classe-là qui est assez rare, donc des IIP, qui néanmoins affecte un certain nombre de personnes, donc est responsable de à peu près 5% des maladies pulmonaires. Donc il y a des nouveaux traitements aujourd'hui qui commencent à être disponibles, donc il y a un besoin d'évaluer ces traitements via des techniques d'analyse. Alors, au niveau imagerie, la technique utilisée, c'est le scanner X. Et en plus, il y a un consensus sur les patterns en imagerie TDM pour le diagnostic des IEP, donc la présence des réticulations, éventuellement présence de bronchectasie de traction, du rayon de miel et du verre dépoli. Et on s'intéresse également en parallèle à la présence des patterns d'emphysème. Alors, quelques exemples de ces patterns. Donc, vous avez des exemples de fibrose. Donc, il y a l'apparition de réticulation autour on va dire, des petites bulles d'air. Le rayon de miel, c'est un état avancé de la fibrose avec une structuration de ces cavités, donc en forme de nid d'abeille. Le verre dépoli,
on a des régions d'opacité intermédiaire, un peu sans de zone d'air. Et l'emphysème, on a des régions, des bulles d'air plus ou moins grosses, plus ou moins grandes, qui proviennent de la destruction du tissu alvéolaire. Donc ce sont ces patterns-là qu'on essaie de détecter et d'analyser par la suite. Alors, l'objectif final serait un système de diagnostic assisté par ordinateur pour aider un deuxième lecteur le diagnostic, qui soit capable d'analyser l'ensemble du poumon, mais également de faire le suivi du patient. Et pour le suivi, c'est pas, donc on n'a pas besoin uniquement de délimiter la partie spatiale et l'étendue de ces régions, donc normales et pathologiques des patterns, mais on a également besoin de pouvoir émettre un critère de sévérité sur ces régions. Donc du coup, un besoin d'extrait de marqueurs de sévérité de ces régions. Alors pour ce faire, donc, nous avons adopté une analyse combinée qui, premièrement, on va essayer de détecter, de partitionner ou de classifier, si vous voulez, les régions pathologiques et normales dans le poumon. Donc, et pour ça, on a utilisé des approches par réseau de neurones. En parallèle, extraire des marqueurs de sévérité en analysant deux types de tissus, de structures anatomiques qui sont le réseau vasculaire, donc en regardant le remodélage de ce réseau vasculaire, et également le réseau bronchique, donc en analysant l'apparition des bronchectasies de traction. Donc je vais commencer par la suite à présenter les techniques et je finirai par quelques résultats et discussions. Alors, sur la première partie, la classification des régions pulmonaires, pathologiques et normales, donc par des réseaux de neurones. Donc, nous avons utilisé deux architectures de réseaux de neurones. Une première architecture par patch, dans laquelle on catégorise chaque pixel de l'image en fonction d'une information locale qui est donnée par un patch de 16 x 16 pixels. Et deuxième architecture utilisée, c'est une architecture appelée end-to-end, donc qui prend en entrée l'image complète et fournit une carte de probabilité, une carte de classification de ces régions. Et le réseau ciblé ici, c'était le réseau UNET qui est assez connu et utilisé en imagerie médicale. Alors, pour les utiliser, première difficulté, on va dire, c'est la construction d'une base de données. Donc, nous avons travaillé avec l'hôpital Avicenne. On a inclus plusieurs types de scanners dans les sujets. Donc, l'hôpital Avicenne est centre de référence pour ce type de pathologie. Alors, on a inclus finalement dans cette étude 130 patients qu'on a partagé en ensemble d'entraînement, donc 100 patients pour l'entraînement, 10 pour validation et 20 pour le test. Une partie qui était assez difficile, c'est l'établissement de la vérité terrain. Donc ça se fait manuellement, où on a eu un senior radiologue et 3 internes radiologues qui ont travaillé donc, à déligner sur les images TDM, donc les différentes régions. Donc, comme il y a beaucoup de données, en fait, cette délignation s'est faite à base de 10 coupes par patient. Donc, on a 300-400 coupes par patient, donc images par patient. Donc, on n'est pas dans du volume, d'accord. Voici ce qu'on obtient de ce type de délimitation. Donc, les couleurs ici représentent le vert, c'est du tissu normal. Le bleu, on ne voit pas très bien, c'est de l'emphysème. Le rouge, enfin le rose ici, c'est de la fibrose. Et le blanc, c'est du verre dépoli. Alors, on voit un tout petit peu mieux, mais bon, les vidéoprojecteurs, ce n'est pas toujours OK. Alors,
On a également développé une phase de pré-traitement de ces images avant de nourrir le réseau de neurones. Cette phase de traitement consiste à la suppression du réseau vasculaire ou atténuation de ces opacités du réseau vasculaire, tout en conservant des régions qui sont liées à la fibrose, donc des réticulations qui ne sont pas vasculaires. Donc là, vous avez à gauche un exemple d'une image native, une image avec les vaisseaux supprimés, par un deuxième exemple également. Ce type de pré-traitement est essentiel sur le réseau de type patch. Pour le réseau UNET, on arrive à avoir des résultats sans forcément utiliser ce type de pré-traitement. Alors, au niveau des jeux d'entraînement, donc on a fait particulièrement attention à l'équilibre des classes parmi les trois types de classes qu'on avait utilisées, donc qu'on avait analysées, parce que au départ, les patients, donc on n'a pas toujours la même occurrence des patterns pathologiques dans tous les patients. Donc il faut faire attention à ça. Et également, donc on a utilisé de l'augmentation de données pour pallier un peu, donc pour assurer cet équilibre. Et on a également testé plusieurs fonctions de perte pour atteindre les meilleures performances au niveau du réseau, donc entre la cross-entropie et pondérée ou pas, et le DICE. Deuxième point qu'on avait regardé, comme je disais, c'est on avait regardé le remodélage vasculaire. Donc, est-ce qu'il y a un remodélage vasculaire qui arrive dans ces pathologies? Donc, pour ça, on a utilisé l'étape de pré-traitement qui nous servait en fait, à supprimer les vaisseaux pour justement les récupérer et reconstruire le réseau vasculaire. Vous avez ici deux exemples d'arbres vasculaires sous forme d'axe médian. Et vous pouvez remarquer qu'il y a des différences entre ces deux patients. Vous avez envers les vaisseaux ici. On remarque également que sur les régions de fibrose, on extrait par les vaisseaux tout simplement pour ne pas faire le mélange avec des réticulations. Alors, à partir de ce réseau vasculaire extrait, nous sommes intéressés à comment les calibres, la distribution des calibres locaux dans ce réseau vasculaire évolue, donc est différente d'un patient à un autre, pour exercer un certain type de signature. Donc ces calibres sont définis sous forme d'une définition granulométrique. Et quand on analyse la distribution dans le poumon, donc on a pour chaque patient une certaine distribution, à partir de laquelle on va essayer d'extraire différents types de scores sous forme de R sur la courbe, donc AUC ici, entre différents intervalles. Mais également, on s'intéresse à d'autres mesures à partir de ces distributions, plus une mesure qui concerne tout simplement le pourcentage du volume vasculaire dans le poumon. Donc, on compare ces scores-là avec des tests fonctionnels respiratoires et des index cliniques connus pour savoir si on trouve des corrélations entre ces scores-là et des paramètres cliniques. Troisième cible était l'arbre trachéobronchique. Alors, et pour détecter l'apparition des bronchectasie de traction. Donc en fait, il s'agit de dilatation des bronches qui arrivent donc en partie distale, donc à la fin de ces bronches-là. Donc vous les voyez ici en rouge sur l'image. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque les bronches sont dilatées, on va pouvoir mieux les détecter. Elles apparaissent, ces bronches distales, elles sont visibles sur l'image scanner, ce qui n'est pas le cas pour les architectures normales. On remarque également donc, des distorsions qui apparaissent au niveau des bronches, et donc un arbre un peu plus touffu, si vous voulez, au niveau de l'architecture. Donc, pour caractériser l'apparition de bronchectasie,
on va faire une analyse par lobe pulmonaire. Donc, première chose à faire, c'est à partir d'un arbre trachéobronchique segmenté et de son axe médian, et à partir des connaissances sur la structure de cet arbre-là, le séparer en lobes donc, et extraire uniquement donc analyser indépendamment chaque lobe. Donc, vous avez un premier exemple pour ce patient avec le partitionnement en lobes qui, lui, il est également robuste par rapport à des variantes anatomiques qui peuvent exister. Un deuxième exemple ici, donc avec les 3 lobes en 5 couleurs. Avec les 5 lobes, pardon, 3 à droite, 2 à gauche. Alors, à partir de ce partitionnement, donc pour chaque lobe, on va s'intéresser à l'étude des calibres, donc comme on a fait pour les vaisseaux. Donc là, vous avez en fausse couleur les calibres, la distribution des calibres. Et pour chaque lobe donné, on va tracer toutes les courbes donc des calibres en partant de la racine du lobe vers chaque feuille. Donc on va avoir plusieurs courbes. Et si on retient que la courbe maximale, donc la surface maximale si vous voulez, on va utiliser celle-ci pour détecter s'il y a une variation, donc une augmentation de calibre en distalité par rapport à une courbe, une distribution supposée normale, donc, qui est une puissance, donc une loi puissance 2. Et on étudie ça à partir des 3 points de départ, donc la racine, la moitié et 2 tiers à partir de la racine. Et ce qu'on va chercher ici, c'est effectivement si les calibres réels mesurés dépassent, et de combien ils dépassent ici la loi puissance supposée donc pour le patient normal. Donc, à partir de là, on va également ajouter deux autres marqueurs qui sont tout simplement la longueur de l'axe. Donc, pour les patients atteints de bronchiectasie de traction, on va avoir des lobes plus touffus, donc une longueur plus importante, mais également au niveau du volume. Et ces 2 paramètres vont être normalisés par rapport au volume du poumon. 2 minutes. Alors, donc on va comparer ces paramètres avec des paramètres, donc un score clinique qui est donné par un radiologue par rapport au degré de sévérité des bronchiectasies de traction. Donc maintenant, des résultats. Donc sur la première partie, la classification des textures, donc vous avez un exemple ici sur la vérité terrain, la prédiction avec le réseau UNET, la prédiction avec le réseau par patch. Aucune des deux n'est parfaite, mais le réseau UNET, au niveau des scores quantitatifs, il a des meilleurs résultats. Dans les 2 cas, ce qui était intéressant, c'est que quand on regarde en 3D, puisque cette prédiction se font coupe par coupe, on a une consistance en fait, des prédictions au niveau 3D, donc il n'y a pas de saut aberrant entre 2 coupes successives. C'est ce qu'on a remarqué. Concernant le remodelage vasculaire, il y a 2 paramètres qui sont sortis. Donc c'est le pourcentage de volume par rapport donc normalisé au poumon et l'air sur la courbe entre 2 et 6 mm. Et ce deuxième paramètre, l'AUC26, était bien corrélé, était corrélé avec l'index clinique composite. Donc les 2 corrèlent modérément, mais significativement avec l'index clinique. Mais en plus, le AUC26, il est associé avec ce CPI dans des études de régression multiple, incluant l'âge et la taille des lésions. Donc, il peut être un marqueur prometteur pour la suite. Donc, pour finir, les bronchiectasies de traction, donc on a 3 paramètres qui se sont avérés en corrélation modérée mais significative avec le degré de sévérité, donc la longueur normalisée de l'axe, le volume normalisé et la déviation par le calibre théorique en partant de 2 tiers de la racine.
Donc vous avez les valeurs ici. Donc, pour conclure, donc le message que je veux faire passer, c'est que pour le suivi de ces patients, quantifier la texture, donc la classification de la texture n'est pas suffisante, en fait, parce que vous pouvez avoir le même volume, à la limite, au niveau du suivi d'une région pathologique, mais avec des degrés de sévérité différents. Donc, il faut prendre en compte ces degrés de sévérité. Et nos études futures vont s'intéresser donc à ces études de suivi et à une étude de mortalité. Merci. Merci, Cataline. Y a-t-il une question pour Cataline sur ses travaux ? C'est enregistré, oui. Merci. Quand vous voulez équilibrer les classes et que vous vous augmentez les données, comment vous faites cette augmentation de données? Vous dupliquez des classes ou vous créez des... Non, alors, l'augmentation de données consiste à des rotations, donc des patchs ou des images, des légères translations et des légères translations en intensité. Donc, parce qu'on avait vu pour les patients obèses, on avait eu un problème. Donc, le réseau il prédisait trop de fibrose alors qu'il n'y en avait pas, ou du verre dépoli. Donc, c'est... on n'introduit pas des données synthétiques, si vous voulez, c'est les mêmes données, mais qui varient sous forme géométrique par des rotations et un rajout d'une constante, plus positif ou négatif par rapport à l'intensité, à la luminosité.